Bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être là. Je sais que c'est pas compliqué, c'est pas facile parce que c'est la fin du forum et que je vois qu'il y en a qui sont déjà partis. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à la FUB d'avoir tout organisé. C'était vraiment super comme conférence. Donc super chouette et je suis vraiment content de vous parler aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va démarrer. Je vais vous parler de Drupal et de Kubernetes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, voilà, la goutte d'eau, ça fait référence à Drupal, évidemment. Et le cloud, c'est, on va dire, un raccourci pour dire que c'est Kubernetes dans un environnement cloud. Parce que Kubernetes peut s'utiliser autrement. Donc pourquoi ce talk? C'est un talk que j'ai envie de faire depuis un petit moment, parce que j'ai été sur un projet pendant 2 ans, et que le build de ce projet a été assez long et assez pénible, on va dire. Et je me suis posé pas mal de questions sur les raisons de cette pénibilité, d'autant que le build a été pénible, mais pas que. Le run aussi, il l'est toujours. Donc je vais vous faire un Rex sur pourquoi ça grince, pourquoi ça marche pas bien. Je me suis posé pas mal de questions sur la responsabilité de cette pénibilité. Au début, je pensais que c'était Drupal, normal. Et après, je me suis dit, ça se trouve, c'est Kubernetes, parce que c'est nouveau. Et donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Julien Joie. Je passe la plus grande partie de mon temps à m'occuper de ma famille, à être avec ma famille, voilà, à faire un peu de sport et tout. Et le reste du temps, je suis chez Equino en tant qu'ingénieur PHP. Et je suis super content de bosser chez eux. N'hésitez pas à postuler, ça fait plaisir. J'ai une famille à nourrir, donc je peux récupérer les cooptations. Voilà, n'hésitez pas. Petit disclaimer avant qu'on poursuive, je ne suis pas expert cloud, je ne suis pas expert Kubernetes. Ici, on va parler de Drupal et de Kubernetes. Normalement, je ne vais pas dire de bêtises. Si je dis une petite bêtise sur Kubernetes, une petite approximation qui ne semble pas exacte, ne m'en voulez pas. Mais normalement, c'est OK. Donc, comme je vous le disais, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Pour moi, c'est une union entre deux concepts qui ne matchent pas forcément l'un avec l'autre. Pour moi, c'est deux mentalités qui sont un petit peu différentes. Donc, on va voir un petit peu dans le détail. Et pour voir dans le détail, je vais commencer par vous demander qui connaît Drupal, qui en a déjà fait et qui en a fait au cours des 6 dernières années, on va dire. Ok, donc ça fait un tiers de la salle, voire la moitié. Pour le reste, je vais quand même présenter un petit peu ce que c'est Drupal, pour, on va dire, décrire les grandes caractéristiques qui pourraient faire que ça ne s'adapte pas bien avec Kubernetes. Alors, je dis Kubernetes, il y en a qui disent Kubernetes, il y en a qui disent Kube, K8S. Moi, je dis Kubernetes. Il se peut que pendant le talk, je dise autre chose, mais c'est pareil. Donc, Drupal, c'est donc un projet qui est sorti en 2001. Donc, ça commence à dater un petit peu, un vieux projet. Pas aussi vieux que PHP, mais presque. Et du coup, Drupal, à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'objet, donc c'est du code full procédural, du code un peu spaghetti au départ, donc mauvaise réputation, etc. Ça a traîné pendant très longtemps. Et un contexte d'environnement basé principalement sur Apache et MySQL. Donc à l'époque, pas d'Nginx, pas de FrankenPHP. Et pour la base de données, principalement MySQL, donc pas de Postgre. Pas de Postgre, c'était resté vrai pendant super longtemps, avec des issues qui ont traîné 9-10 ans. C'est comme ça dans la communauté Drupal. C'est un peu lent, il y a une petite inertie.
Mais en 2015, il y a eu un big turn. Alors, ça fait un petit peu écho à la conf qui était juste avant sur WordPress, mais j'ai l'impression que Drupal a un peu mieux réussi le turn en 2015, où on a eu une professionnalisation du framework grâce à Symfony, à l'intégration de composants Symfony pendant la refonte qui s'est passée à ce moment-là. Je pense qu'on a laissé quelques ingénieurs, enfin quelques développeurs PHP sur le bord de la route. Il y en a quelques-uns qui ont même forqué Drupal pour créer des choses, pour rester un petit peu à l'ancienne, on va dire. Mais ça a été quand même un bon move en 2015 d'avoir réalisé ce changement. Aujourd'hui, on est en Drupal 11. Les choses vont beaucoup mieux. On arrive à créer du code propre, testé unitairement, testé avec toutes sortes de tests. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hier, on a eu un talk de Nerea qui fait partie aussi des keynotes sur le Arrange Act Assert, sur le pattern AAA pour les tests. C'est quelque chose qu'on peut très bien mettre en place dans Drupal. Et donc voilà, on a un niveau de professionnalisation qui est vraiment bien. Si vous regardez dans les sources d'un projet Drupal, c'est quasiment la même chose que ce que vous faites dans une application Symfony. On utilise les mêmes patterns, on utilise la même chose. Drupal, il vient aussi avec des contraintes. Une des principales contraintes, c'est que c'est stateful. C'est-à-dire que ça a besoin d'un état. Si vous le posez quelque part et que vous essayez de le faire scale, on verra après, mais ça pose des soucis parce qu'il a besoin d'une connexion persistante à pas mal de choses, notamment sa base de données. Il vient aussi avec une grosse contrainte, c'est son conteneur de service, qui, au contraire d'une application Symfony, peut être compilé à chaud, c'est-à-dire que vous exécutez une requête. Il se peut que Drupal soit obligé de régénérer ce conteneur de service sur la base de l'ensemble des modules qui sont activés ou pas sur votre site. La raison, elle est là parce que Drupal a toujours une petite vue pour les site builders qui ont besoin des panneaux d'administration pour venir ajouter des extensions. Et donc, du coup, si quelqu'un vient activer un module, il va falloir que Drupal le sache et ajoute dans le conteneur de service l'ensemble des services qui sont fournis par ce module. Donc, ça fait que le conteneur de service doit être compilé à chaud. La base de données, j'en ai parlé, il faut une connexion persistante et c'est le cœur, c'est le cerveau de Drupal, c'est sa base de données. D'ailleurs, pour builder son conteneur, il a besoin de sa base. Il a aussi une très forte utilisation du cache. Donc, Drupal sans cache en production, il vaut mieux éviter. Sinon, vous pouvez cramer une baie, je pense. Donc, le cache, c'est très utilisé. Nativement, c'est dans la base de données, mais on s'oriente très rapidement à chaque fois sur un cache Redis, parce que Redis peut tenir une charge assez importante en termes de call. On verra par la suite que ça peut nous poser quand même des problèmes. Il est très consommateur de ressources. Comparé à une petite appli Symfony, effectivement, c'est un peu plus. Et j'ai mis quand même la mise en maintenance, qui pour moi reste une énigme et à la fois aussi une petite blague. Donc je pense que c'est une blague et c'est pour ça qu'il le laisse comme ça, dans cet état. On y reviendra après. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de Kubernetes. Donc, qui a déjà utilisé Kubernetes dans la salle? Cool. Du coup, bien au moins 2 tiers. Et donc, j'ai peur que quelques slides vous ennuient un petit peu, mais on va quand même les faire. Kubernetes, c'est un orchestrateur d'applications conteneurisées. Il a été donc au Cloud Native Computing Foundation, d'abord incubé par Google, puis démocratisé en 2018. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet de faciliter les déploiements. Il permet la scalabilité de vos applications quand elles sont gérées par Kubernetes. Et la haute dispo. La haute dispo, elle est gérée par des nodes, on y reviendra. La scalabilité, plutôt par des pods. Et tous ces
tous ces concepts-là, on va les voir juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kubernetes, c'est très bien pour gérer des applications sans état, notamment pour la gestion de la scalabilité. Donc, c'est quoi un pod? Donc, quand on est sur Kubernetes, un pod, vous pouvez le considérer comme un conteneur Docker qui va faire tourner plusieurs applications, plusieurs binaires. Là, ici, par exemple, dans l'exemple que vous voyez, j'ai un pod web qui contient un Nginx et FPM qui va accueillir du trafic. Et j'ai un pod aussi Postgre, un pod DB, que j'ai appelé DB, où dessus ne tourne qu'une base Postgre. Vous pouvez faire tourner vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limitation. Ces pods, ils sont regroupés, ils sont réorganisés par services, et ces services, ils sont rendus disponibles dans des nodes dans lesquels il existe plein de petits binaires, dont un qui s'appelle le kubelet. Donc, c'est un agent cube qui permet de s'assurer du bon état de chaque pod. Donc là, on voit qu'on a deux services. On a un service web, un service DB, qui contiennent différents pods. Le service web, on voit qu'il en a deux, qu'il a deux pods. Et le service DB n'en a qu'un. Ce qu'il faut dire ici, c'est que les pods sont volatiles. Vous ne pouvez pas avoir la certitude qu'un pod qui est présent, vous allez le retrouver dans 10 minutes. C'est-à-dire que même vous allez vous connecter en SSH dessus, potentiellement vous allez vous en faire sortir parce que c'est comme ça, c'est volatile. Donc vous ne pouvez pas truster la présence d'un pod. Pour gérer la haute dispo, ces nodes qui contiennent donc les services peuvent être répliqués et gérés dans ce qu'on appelle un cluster. Donc voilà, là vous avez vu ce que c'est un cluster Kubernetes de manière très 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 abstraite. Vous voyez à peu près, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est à peu près comme ça que va être gérée la haute dispo. Ensuite, je vais parler un petit peu du projet, contexte du projet. Ce qu'il faut retenir donc là de cette première partie, c'est que Drupal, c'est stateful et que Kubernetes, c'est stateless. Et donc là, on a une incompatibilité qu'on va essayer de surmonter parce que ces choix, ils nous ont été, on va dire, un petit peu imposés. On va le voir un petit peu après. Donc là, on va essayer de voir comment on peut contourner les contraintes qu'on a eues. Sur cette partie-là, donc ce talk, comme je l'ai dit, il s'applique sur le cadre d'un projet, un projet dans lequel on a utilisé OpenSocial. Je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissez OpenSocial ou pas? Oui. OK. Alors OpenSocial, c'est un profil d'installation qui va... Donc, je ne sais pas si vous connaissez le profil d'install, mais en gros, ça vient ajouter des fonctionnalités à Drupal. Avec plein de modules préconfigurés, des thèmes préconfigurés. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire une démonstration à notre client de l'époque qui voulait un réseau social, donc à destination des entreprises, pour qu'on ait des utilisateurs qui viennent, qui se connectent, qui rejoignent des entreprises qui se connectent entre elles, des entreprises qui se regroupent sous forme de communauté. Et donc, à droite, je vous montre un petit peu la modélisation de données qui est offerte par OpenSocial. Et à gauche, je vous montre un petit peu le volume, la volumétrie de données, donc, qui n'est pas énorme comme ça, mais on a pas mal de relations entre les différents groupes, entre les différentes entités. Chaque relation est aussi une entité. Et avec Drupal, le problème, c'est que quand on va vouloir sortir le fil de la pelote, il y a souvent toute la pelote qui vient avec. Et donc là, quand vous voulez loader une entité, eh ben, ça va aller charger beaucoup de relations et donc beaucoup d'objets. Fun fact, je ne sais pas si vous avez vu hier la conférence de Benoît Viguier sur le cycle de la vie d'une variable. C'était assez intéressant de voir comment le buffer se remplit de références cycliques qui ne peuvent pas être détruites. Et là, on voit en fait que notre garbage collection, elle peut potentiellement passer 6 fois en une seule requête. Donc des problèmes de performance assez énormes. Ça, on n'a pas encore réussi à le régler complètement, mais on y travaille. Et je pense que c'est un problème vraiment purement OpenSocial sur la modélisation des données.
OpenSocial, je le disais, donc ça vient rajouter des fonctionnalités. Malheureusement, c'est quand même un petit peu une usine à gaz. Ça vient avec 95 modules qu'on peut activer ou pas, dont 30 qui sont installés par défaut quand vous arrivez et que vous installez OpenSocial. Pourquoi ce choix? On a fait la démo au client, et le client qui voulait donc ce réseau social nous a dit mais c'est parfait, parce que c'est exactement ce qu'on veut. C'est vraiment pile poil, vous êtes tombé juste, ça match exactement à ce qu'on veut. Et en fait, dès les premiers sprints, on s'est rendu compte que pas du tout. Et donc, du coup, on a dû faire plein de changements. C'est pas simple. Au niveau du contexte projet, on a aussi beaucoup de sessions d'utilisateurs qui sont authentifiés. Et malheureusement, Drupal, pour ça, il n'est pas super bon. Il y a pas mal de bypass de cache qui sont faits. Donc, on a rapidement utilisé Varnish pour soulager un petit peu l'infra, pour soulager Drupal. Et merci à Robin d'avoir fait ça, parce que la gestion du cache privé sur Varnish, c'est quand même pas le truc le plus simple à faire. Donc voilà, avec des tags ESI, etc., c'est un boulot assez intéressant, mais voilà, merci à lui. Fun fact, on utilise Redis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et avec les raisons dont je parlais sur le chargement de plein d'objets pendant le cycle d'une requête, il nous arrive, quand Drupal démarre, à la première requête, qu'on ait énormément de calls à Redis, donc jusqu'à 20 000. Et en plus de ça, on a une contrainte sur le projet, qui est qu'on a un chiffrement TLS. Et on a estimé, et c'est confirmé par l'article en dessous, qu'il y avait un overhead assez important avec ce chiffrement. Donc nous, c'était à peu près 36%. Mais il y en a chez qui ça peut aller jusqu'à 60%. Au niveau du contexte du projet, ce qui a été intéressant aussi pour nous, c'est que on s'est permis, en voyant que Drupal souffrait un petit peu, de déléguer certaines responsabilités à d'autres services. Et donc, ça nous a permis de nous amuser un petit peu avec une stack techno intéressante, avec du Symfony, du Laravel, du FrankenPHP. Et donc, c'est un projet sur lequel on ne s'est jamais ennuyé. Ça, c'est vraiment plutôt un point positif. Et maintenant, je vous montre le cluster Kubernetes. Donc là, vous voyez à peu près, ça reprend le schéma très théorique que j'avais mis au début. Il est encore très simplifié, hein, celui-ci. Il faut savoir que c'est le cluster du client. Donc le client est arrivé, il avait déjà un cluster avec beaucoup de projets qui tournaient dessus. On était le premier projet PHP chez ce client. Et il y avait beaucoup de projets avec une uniformisation assez importante de toutes les briques à l'intérieur du cluster. Et du coup, on va voir après que il y a eu une sorte de dogmatisme sur des règles que le client s'est imposé et qui a imposé aux différents projets qui sont venus se greffer dans ce cluster-là, qui nous ont mis aussi pas mal de bâtons dans les roues. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est sur AWS, donc on a utilisé Amazon EKS, donc Elastic Kubernetes Service, pour ça. C'est un détail, mais je le dis parce que en fait, Kubernetes, c'est pas forcément que du cloud. Vous pouvez très bien utiliser un Kubernetes sur votre machine. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des contraintes qu'on a eues. J'ai déjà commencé un petit peu à vous teaser avec ça, mais on va voir un petit peu dans le détail ce que ça représente pour nous, ces contraintes. Au niveau du système de fichiers, déjà, on a une assez grosse contrainte parce que le client estime que, de par la nature de Kubernetes, qui est stateless, toute l'infra doit être stateless, tous les pods sont stateless, il n'y a pas d'état. Un pod, il démarre, il n'a pas d'état, il ne doit pas se baser sur quelque chose de déjà existant. Et le système de fichiers, pour lui, monter un point de réseau de fichiers à l'intérieur d'un pod, la configuration rend l'infra détentrice d'un état. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu le droit d'utiliser EFS. Donc EFS, c'est un point de montage réseau, qui est un système de fichiers. En gros, c'est un disque dur
qui est branché, on va dire, à chaque pod. Et à chaque fois que vous déposez votre fichier sur une entrée de ce disque dur, ce fichier est rendu disponible dans l'intégralité du système de fichiers sur tous les pods. Et bien ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas pu utiliser ça, ce qui est très dommage. Donc pour pallier à ça, évidemment, on a dû aller sur S3. S3, ce n'est pas un système de fichiers. Okay, ça ne doit pas être considéré comme un disque dur. Quand vous utilisez S3 comme un disque dur, ça rajoute quelques I/O, ça ajoute un overhead. Et en plus, dans notre cas, on utilise du server-side encryption, donc chiffrement côté serveur, avec des clés KMS qu'il faut déchiffrer. Donc sur chaque appel, quand vous faites un getObject sur S3, eh ben, vous devez déchiffrer ça avec la clé KMS. Donc pareil, ça ajoute alors ça c'est un peu plus négligeable, mais ça ajoute un petit overhead. Bon, l'avantage c'est quand même S3 est distribué, donc ça veut dire que tous les pods ont accès au même fichier. Mais ce n'est pas un système de fichiers. Et maintenant, je vais vous parler des déploiements. Je vais m'attarder un peu sur cette partie parce que c'est souvent le point d'entrée d'un ingénieur PHP avec Kubernetes. C'est la question, ça va être comment je déploie mon application. C'est aussi par là que nous, on s'est frotté au plus à Kubernetes grâce à une CI et on verra par la suite comment on l'a mise en place. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, là je vous remontre un petit peu le schéma, vous le voyez, hein, le schéma du node avec des pods à l'intérieur qui sont gérés dans un service, qui sont organisés sous forme de service. Et donc là, sur le schéma que vous voyez, on a une application qui reçoit du trafic, donc qui a la version V1.0.0, et nous, on a envie de déployer la V1.1.0. Donc pour ça, on va avoir besoin que d'autres pods, avec une autre version de l'application, démarrent. Donc le démarrage d'un pod se fait via un script SH que vous déclenchez, et donc qui est en fait une commande qui est assignée au lancement de Docker. Donc Docker va venir en fait pull une image qui est sur un registry, et donc va exécuter le script donné. Une fois que ce script est terminé, le kubelet, dont je vous parlais tout à l'heure, va vérifier les deux sondes qui sont placées sur les pods, qui sont la liveness et la readiness, pour savoir est-ce que le pod est prêt à recevoir du trafic. Une fois qu'il est prêt à recevoir du trafic, l'ancienne version des pods est désactivée, donc il ne reçoit plus de trafic. Et ensuite, tous les pods sont nettoyés et n'existent plus. Donc ça, c'est la théorie, et donc on va devoir composer avec ça pour pouvoir faire nos déploiements. Ça, c'est la pipeline de déploiement d'un tag dans notre projet. Je ne vais pas m'attarder sur la partie de test, qui est en gros notre quality gate et qui ressemble à, je pense, quasiment 100% de vos projets, donc avec PHP Unit, etc. La phase de build, ça va être du build applicatif, donc en gros du composer install, du yarn install, etc. La partie package, c'est là où on va construire nos images Docker, donc celles qu'on va ensuite envoyer sur un dépôt, sur un registry. Et ensuite, on a la partie déploiement. Et donc, vous allez voir que la partie déploiement, c'est pas très, très compliqué, en fait, à mettre en place dans la CI. C'est magique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un dépôt distant. Je vous en ai parlé, je crois. Non, je n'en ai pas encore parlé. On a donc un dépôt distant. Et dans le cluster, on a FluxCD, qui est un binaire qui est installé dans le cluster et qui va watch un dépôt distant, GitLab, qui va donc nous servir de définition de l'ensemble des services présents dans le cluster. FluxCD va transférer tous ces changements. Il va notifier le Helm controller dans le cluster pour dire « Ok, il y a des changements, donc du coup, tu dois les appliquer pour te conformer à la nouvelle définition qu'on a mis en place. » Là, ici, quand on déploie, on va modifier 3 fichiers sur ce dépôt. Parce qu'on va déployer Drupal, et que Drupal, il va intervenir sur 3 définitions différentes. Donc à la fois le CLI, parce qu'on a une image CLI, des pods CLI qui tournent
pour des interventions assez en ligne de commande, on va dire. Et sur la partie front-end, bien sûr, pour pouvoir accueillir du trafic sur la nouvelle application. Et je ferai l'impasse sur cette présentation au niveau des cron jobs, mais en gros, les cron jobs, c'est des jobs Kubernetes qui sont run à intervalles réguliers, et pour le coup, ils se basent sur l'image CLI. Donc en fait, on doit changer aussi des références dans ce fichier-là. Ça, c'est un fichier donc mRelease qui fait en gros la définition du service front-end. Ce service front-end, nous, là, je vous l'ai mis un petit peu pour info, mais sur le déploiement, on va venir agir que sur la partie tag, puisque c'est vraiment que cette partie-là qui va nous intéresser et qui va faire en sorte que Helm Controller va comprendre qu'il y a eu un changement grâce à FluxCD, et donc il va dire je vais faire pop des nouveaux pods qui vont remplacer les anciens. Donc là, on a vu, on est dans un état où on doit déployer une nouvelle version. Et pour ceux qui font du Drupal, donc, on a vu que vous étiez assez nombreux dans la salle, vous savez que Drupal, quand on le déploie, eh ben, il y a une petite opération qui peut être un petit peu coûteuse en temps. C'est, on va dire, l'upgrade de Drupal. Donc toute la partie cache rebuild, config sync, enfin config import, etc. Update de database, donc mise à jour des schémas, etc. Quand vous déployez une application Symfony, quand vous déployez, c'est quand même beaucoup plus rapide d'expérience. Ça prend rarement plus d'une minute, quoi, on va dire, de faire une petite migration, de nettoyer des caches. Là, on va dire que ça peut durer entre 3 et 10 minutes. Donc 3 à 10 minutes, c'est un temps assez important. Un temps suffisamment important pour venir embrouiller la version qui est actuellement en train d'être consultée par les utilisateurs. Donc on ne peut pas laisser les utilisateurs accéder à notre version 1.0 de l'application. Tout simplement parce que si on fait des opérations sur la V1.1 pour mettre à jour la configuration, le conteneur de service, etc., ça va venir embêter ceux qui sont en train de consulter le site. Ça peut vraiment tout détruire et corrompre la base de données, corrompre Redis, tout le cache. Donc pour faire ça, il nous faut une solution. La solution, je vous en parle juste après, j'ai soif. J'adore l'eau. Donc l'idée, ça va être d'empêcher les utilisateurs d'accéder à PHP. Pour ça, on va demander à Nginx d'aller regarder sur une valeur distribuée sur tous les pods, parce que je vous rappelle qu'un pod, il n'a pas d'état. Hein. Un pod, il doit être identique à un autre. Et donc, du coup, chaque pod doit réagir de la même manière sur une requête. Là, on imagine qu'une requête arrive sur Nginx. Et il faut qu'Nginx puisse aller voir, nous, on a choisi Redis, d'aller voir si on a une maintenance qui est active ou pas lors d'un déploiement, par exemple. Si oui, on va servir un fichier statique, et sinon, on va aller rediriger le trafic vers Drupal. On aurait bien aimé utiliser un système de flagging des ressources au niveau de l'ingress. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas, et c'est pour des raisons de temps, de validation avec le client, et du coup, pas à la va-vite, mais c'est la meilleure solution, le meilleur compromis qu'on a pu trouver, c'est de venir agir aussi bas dans l'infra. L'idée de base serait de ne pas avoir été obligé de le faire aussi bas. On aurait préféré le faire aussi, un petit peu plus haut dans l'infra. Petit fun fact, c'est qu'on a mis en place un bloc Lua au niveau de la configuration Nginx pour venir faire ces checks au niveau de Redis. Le problème, c'est que alors qu'on faisait du profiling Blackfire, je vous l'ai dit tout à l'heure, on mesure le nombre de calls à Redis, etc. Avec ce bloc Lua, le profiling est cassé. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de Blackfire dans la salle, mais peut-être qu'on va ouvrir une issue bientôt. Voilà. Donc pour la maintenance, ce qu'il faut faire,
c'est de ne pas faire tourner ce script-là sur un pod, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on va avoir des pods qui vont démarrer, on va devoir se connecter à un pod en particulier, exécuter un script à la main, donc c'est pas idéal. Donc l'idée, ce serait d'avoir un pod qui vient, qui pop en plus, qui exécute tout le script. Et pendant qu'il est en train de faire tout ça, on voit donc les premières étapes où on va mettre une variable Redis à 1, on va faire l'ensemble des tâches d'upgrade de Drupal, et à la fin, on la mettra à 0. Une fois que ce pod aurait terminé sa tâche, il s'éteindrait. Et puis voilà. Et qui s'appelle Orio, le job Kubernetes. Donc c'est comme ça que je vous l'introduis. Un job Kubernetes, c'est exactement ça, c'est ni plus ni moins qu'un pod qui a une durée qui est limitée à son temps d'exécution du script. Donc, pour faire cet upgrade et pour déclencher ce job, ce qu'on va faire, c'est que, donc, vous voyez, hein, là, on est juste en dessous du job de déploiement, et il va s'enchaîner directement après l'upgrade de Drupal, qui va venir modifier donc, ce fichier forum upgrade job release, qui je ne vous refais pas le même schéma que tout à l'heure, mais c'est vraiment la même typologie de fichier YAML, où on va venir juste modifier le tag de l'image en question, qui est l'image clean. Là, je vous montre juste comment on fait, parce que c'est un dépôt distant, donc on a fait un git clone, on vient modifier dans ce fichier YAML, grâce à YQ, l'entrée qui nous concerne, et ensuite on va push directement sur main, parce qu'on est des fous, le nouveau tag pour ce job. Et là, si on récapitule un petit peu l'intégration, donc on a donc nos nouveaux pods qui sont en train d'être créés, là, il y en avait 1.1 qui est en train d'essayer de pousser l'autre dehors. On a notre job d'upgrade qui va démarrer, il va venir setter une variable dans Redis, Nginx va dire OK, la variable Redis, donc sur l'intégralité des pods du v1.0.0, hein, donc celui qui accueille le trafic, tous les Nginx de chacun des pods va dire ah OK, Nginx maintenant me renvoie qu'il y a une version, enfin une mise à jour en cours, une maintenance. Et donc tout ça, ça va durer le temps que ça dure, même si la v1.1.0 est prête, on va attendre la fin du job d'upgrade pour pouvoir venir accepter le trafic sur les nouveaux pods. Donc voilà, une fois que c'est terminé, c'est tout prêt. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de scalabilité, parce que c'est un des avantages de Kubernetes. Alors l'idée, ça aurait été donc de profiter de la souplesse de PHP pour pouvoir, au sein d'un pod dans lequel on a une contrainte, pouvoir faire varier le nombre de child process FPM pour pouvoir avoir des ressources un peu mieux gérées. Là, vous voyez qu'on a un memory limit à 512. Je ne vous explique pas vraiment pourquoi, mais en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Drupal est assez gourmand. Et on a quelques pages dans l'administration notamment qui pourraient nécessiter qu'on aille aussi loin sur la consommation de mémoire. Mais comme on a une consommation moyenne qui est entre 100 et 120 mégas par requête, on a décidé, on s'est posé la question, est-ce qu'on passe pas sur du FPM en mode dynamique pour pouvoir avoir un nombre de children qui évolue, on va dire aller entre 5 et 20 enfants selon le trafic, en sachant donc qu'on a une limitation à 1 giga 8 sur chaque pod. Et au final, on n'a pas trouvé que ça valait le coup et qu'on est plutôt parti sur un sentier plus optimisation de performance en mettant FPM en mode statique et en lui assignant directement 15 enfants à chaque fois. Donc du coup, vu que ça ne scale pas au sein du FPM, au sein d'un pod, on va devoir utiliser une fonctionnalité qui est vraiment super côté Kubernetes, qui est le pod autoscaling, horizontal pod autoscaling, qui va permettre de cloner en fait des pods. Pour ça, on va voir qu'on peut jouer sur le nombre de réplicas, sur la fréquence, enfin vraiment plein d'éléments. Ici, je vous fais juste un petit zoom sur la partie, le minimum de réplicas qu'on peut avoir, le maximum qu'on peut avoir, et là, deux variables sur lesquelles on peut se baser pour faire évoluer voilà, le nombre de pods qui sont accessibles.
Là, ici, c'est la mémoire et le CPU qui, on va dire, si ça dépasse 80% pendant une fenêtre je crois que c'est 2 minutes sur nos configs. Dès que ça dépasse 80% sur 2 minutes, ça vient scale up et scale down un petit peu de manière symétrique. Donc là, on voit l'intérêt d'avoir un start SH, donc un démarrage de pod qui est rapide, si vous voulez que votre scaling soit efficace. Parce que si vous avez quelque chose qui start en 3 minutes, et ben, quand vous avez besoin d'une ressource rapidement, 3 minutes, ça peut être quand même assez long. Donc ça, c'est pour la partie scalabilité. Et je vais conclure sur, on va dire, je vais faire un bilan sur les forces et les faiblesses de chaque techno. Et je vous donnerai mon avis après. Donc de son côté, vous voyez que là, j'ai rajouté OpenSocial sur la slide. Tout à l'heure, c'était que Drupal. Parce que OpenSocial, dans le cadre du projet, nous a quand même pas mal pénalisé. Drupal, c'est un super outil pour lequel on peut écrire du code super propre, donc je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous installez un Drupal, vous avez des interfaces d'administration qui sont instantanément disponibles. Il est très fort pour la gestion de contenu, la gestion d'utilisateurs, la gestion de médias, la gestion de permissions. Le code est propre, comme je vous l'ai dit. Nous, on fait du PHP 8.3 dans Drupal, bientôt du 8.4. Donc, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Dans ce contexte, on va dire que c'est plus la partie OpenSocial qui nous a posé des problèmes. Après, l'inconvénient qui vient avec Drupal, c'est que c'est stateful, que c'est gourmand. J'imagine qu'il y a quelques autres inconvénients, mais je ne vais pas tous les lister ici parce que j'aime bien Drupal. Ce qui m'embête avec OpenSocial, par contre, c'est que en fait, ça vend du rêve parce que c'est un peu ce qu'on a fait avec le client. On lui a vendu du rêve. On a fait une démo avec quelques groupes, quelques utilisateurs. Ça marchait super bien. Le problème, c'est que quand on a injecté toutes les données, on a vu que ça marchait quand même beaucoup moins bien. La fonctionnalité sur étagère, elle est vraiment stylée. C'est-à-dire que vous avez un réseau social super rapidement. Si vous êtes une petite entreprise et que vous avez besoin de faire un réseau social interne, que vous êtes, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'utilisateurs, moi, je trouve que ça peut faire le job. Franchement, c'est pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, c'est usine à gaz, ça apporte énormément, c'est très lourdingue, très très lourd. Si vous voulez faire des optimisations, des customisations sur OpenSocial, c'est aussi assez compliqué. Et je ne parle pas de leur gestion de l'open source. Ensuite, je me penche un petit peu sur Kubernetes pour vous dire que Kubernetes, c'est un outil que j'apprécie aussi. Il a énormément d'avantages. Donc, il peut faire scale super bien des applications qui sont sans état. Donc, pour faire du Drupal, ce n'est pas forcément l'idéal. Sur la gestion des déploiements, c'est quand même assez bien. Après, moi, je ne sais pas vous, je suis un peu la vieille école, mais on va dire que je ne regrette pas forcément le transfert FTP via FileZilla et compagnie, mais je sais qu'un Capistrano ou un deployer, j'arrive beaucoup plus facilement à le comprendre, à comprendre ce qu'il fait. Là, ça ajoute quand même une complexité assez importante. Donc, c'est son inconvénient. Pour moi, on va dire, je ne vais pas le comparer à OpenSocial, mais ça reste quand même une usine à gaz. Si vous devez vous farcir la doc de Kubernetes, il va vous pousser des cheveux blancs, à mon avis. Il y a énormément de ressources. C'est vraiment très long. Le coût d'entrée est assez important. Si vous devez monter votre propre cluster cube, ça peut vous demander du temps. Nous, on a eu la chance sur ce projet parce que le client avait son cluster. Et en fait, ce coût d'entrée, il va forcer ceux qui l'ont mis en place à essayer d'uniformiser à fond tous les projets qui vont aller dessus. On ne va pas avoir un cluster cube par projet. On va avoir un cluster cube qui va accueillir plein de projets. Et du coup, c'est un petit peu la tendance. On va avoir envie de standardiser, d'uniformiser pour satisfaire un plus grand nombre. Et malheureusement, dès que vous sortez un petit peu des clous, vous le payez un peu cher. Donc, slide final, est-ce que si on me propose d'y retourner, de faire un Drupal, sur Kubernetes, à votre avis, qu'est-ce que je dirais?
Non, ouais. Effectivement, je dirais pas. À quelques exceptions près, je pense que si on prouve par A plus B qu'il faut à tout prix scale, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que notre appli qu'on a mis en ligne, il n'y a pas souvent besoin du pod auto-scaling en fait. Il n'y a pas suffisamment de trafic pour qu'on en ait vraiment besoin. Donc en fait, tout ça, tout ce qu'on a fait, malheureusement, j'ai envie de dire, on l'a fait pour rien. Ça aurait tourné très très bien sur un EC2 et il n'y aurait eu aucun souci. Donc je sais pas, moi je peux pas dire que c'est totalement incompatible, mais en tout cas, par essence, c'est comme ça que je le ressens. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Julien, pour ton talk. Est-ce qu'il y aurait des questions? Vu qu'on n'a pas de talk après, on a le temps. Ok, bonjour, merci, ça fait plaisir d'entendre parler de Drupal sur une conférence comme ça fait longtemps. La question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est pourquoi le mode maintenance de Drupal c'est une blague, et pourquoi il a fallu utiliser un flag Redis, parce que Drupal il sert la 503 direct quand on est en maintenance, donc pourquoi il a fallu passer par ce flag Redis? C'est une bonne question. Pour moi, c'est une blague parce que, en fait, j'aurais dû d'ailleurs le dire, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Drupal, pour se mettre en maintenance, nativement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va setter un état dans la base de données, dans une table de la base de données. C'est la table state, je crois. Il fait un Drupal state set et il va définir une variable, Drupal maintenance, qu'on va mettre à 1 ou à 0. Et en fait, le problème, c'est que si tu veux servir une page de maintenance à tes utilisateurs, malheureusement, Drupal, il va avoir besoin de booter totalement. Booter totalement, c'est utiliser son conteneur de service, d'aller dans la base de données, de vérifier si cette valeur elle est à 1 ou à 0, et ensuite servir la 503. Donc tout ça, pour servir une 503, déjà, à un niveau perf, c'est pas ouf, parce que potentiellement, c'est je sais pas, 5 secondes d'exécution pour aller servir une 503. Mais en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous êtes en train de corrompre votre base de données pendant une mise à jour, et potentiellement, votre utilisateur, il ne va pas se prendre une 503, il va se prendre une 500 tout court avec non, désolé, mon conteneur de service, là, il est totalement pété parce que tu fais référence à un service qui n'existe pas encore sur l'ancienne version. Donc pour moi, c'est pas bien géré. Ça devrait être un sémaphore en dehors de la base, peut-être un fichier ou quelque chose comme ça, qui est lu et qui dit, OK, si c'est ici à ça, c'est 503 direct, quoi, en statique. Merci aussi pour la conf. Pareil, d'entendre Drupal, c'est chouette. Et le retour d'expérience. Il y a quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est pourquoi est-ce que tu dis que le Drupal est stateful? C'est peut-être lié aussi à ce qu'on vient de dire, le lien avec la base de données, mais pour moi, si les sessions étaient sur le système de disque, par exemple, oui, il serait stateful parce qu'on ne pourrait pas faire de réplication de serveur. Mais là, si j'ai bien compris, l'autoscalabilité, il n'y a pas de problème. Et en quoi c'est stateful, du coup? Eh ben oui, ça revient un petit peu à ça. C'est-à-dire que tu as vraiment besoin de ta base de données. Il y a un couplage très fort qui est fait. Du coup, il y a Drupal, son état est lié directement à sa base. Donc, c'est un état. Bonjour. Pour parler du système de storage tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà tout migré sur S3? Et sinon, s'il y a encore des fichiers qui sont des assets de Drupal que vous n'avez pas migrés, comment est-ce que vous avez géré l'autoscaling avec les volumes? Puisque je sais que, normalement, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a une nouvelle node, un volume ne peut pas être rattaché au pod s'il n'est pas dans le même node. Donc, il y a des systèmes de permission avec write, read, etc. Comment est-ce que vous avez géré ça si vous avez gardé le système d'assets non sur AWS 3? Du coup, en fait, merci pour la question. On n'a pas eu besoin de migrer parce qu'en fait, on s'est intégré, nous, natifs. C'était un nouveau projet, donc il n'y a pas eu de migration à faire. Et c'est justement par cette complexité de réplication que le client nous a répondu aussi en nous disant on ne va pas gérer ce genre de persistent claim ou stateful set côté Kubernetes. Et je peux le comprendre, mais du coup, ça nous met des embûches. Donc voilà, système distribué dans S3, on l'a utilisé dès le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions.